bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire pour la restitution de notre enquête Enjeux et défis des directions de la transformation. Je suis Élodie Perrault. Je suis Élodie Perrault, associée du cabinet Anthrope en charge du pilier performance des équipes via la culture et l'engagement. Je suis avec Guillaume Bertrand et Jean-Marc Cazeneuve qui ont choisi pour vous des extraits de cette enquête. Je vais peut-être dans un premier temps les laisser se présenter. Moi, je serai là pour animer et faire le fil rouge tout au fil de la restitution jusqu'à 13h15. Jean-Marc, peut-être tu peux commencer ? Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, dans cette matinée un peu froide. Je suis Jean-Marc Cazeneuve, associé Anthrope, en charge du pilier excellence opérationnelle et organisation. Merci, moi je suis Guillaume Bertrand. La matinée est froide, mais on va réchauffer l'ambiance. On s'est associé avec Élodie, Jean-Marc et aujourd'hui Jean-Charles pour créer Anthrope. Donc moi j'ai un long passé dans le conseil après quelques années dans la finance, dans l'analyse financière. Et ça fait longtemps qu'on accompagne des directions de la transformation. Et on a créé Anthrope en 2022 et on accompagne des projets un peu d'exception qui peuvent être de nature différente. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître et on a vu des directions de la transformation prendre de l'importance. Ce sont aujourd'hui des interlocuteurs assez incontournables pour nous. Et l'objet de cette enquête était précisément de sonder, d'en comprendre les enjeux, d'en comprendre un peu les positions. Et puis, pour nous, bien sûr, de pouvoir mieux répondre aux attentes de nos clients avec ces nouveaux acteurs que sont les directions de la transformation. Voilà, donc on va partager avec vous, comme le disait Élodie, une partie, parce que l'enquête, elle est très dense. Elle sera accessible, Élodie le rappellera. Voilà, donc ravi de partager ces résultats avec vous. Donc l'agenda, il y a donc cette restitution, comme le disait à l'instant Guillaume, on a 45 minutes, donc on ne pourra pas tout présenter, mais rassurez-vous, pour combler la frustration que ça peut susciter, l'intégralité de l'enquête vous sera envoyée par mail à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez revoir en replay, et puis vraiment si vous le souhaitez, ça c'est possible aussi, on peut venir présenter les résultats à vos équipes et en discuter plus longuement, avoir même des débats autour. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, je le rappellerai à la fin en tout cas. Comment va se dérouler ce webinaire ? Jean-Marc vous présentera déjà les données clés de l'enquête, finalement qui a répondu. Ensuite, ce sera ces fameux résultats choisis, les questions qui nous ont semblé les points les plus saillants, qui ont donc été choisis. On retrouve en tout cas les trois grandes parties, le why, un petit peu le positionnement des directions de la transformation dans les entreprises, le what, sur quel projet, sur quel sujet elles sont interpellées, et le how qui va être plus sur les moyens dont ces directions disposent pour mettre en œuvre les actions qui leur sont confiées. On terminera par les enjeux pour demain et les questions. Alors pour ce qui est des questions, je vous invite largement à, dans le chat, dans les commentaires, poser vos questions au fil de l'eau. On les a positionnées à la fin, mais s'il y a une question brûlante, moi je me permettrai de la poser à Jean-Marc et Guillaume au fil de l'eau. Et sinon, pour les autres, on les gardera pour la fin du déroulé. Écoutez, je passe la main sans transition à Jean-Marc pour la présentation des profils des 70 entreprises répondantes. Merci Élodie. Très rapidement, donc, nous avons mené ce benchmark auprès des leaders de la transformation de différentes typologies d'organisation. Donc, lorsqu'on parle de leaders de la transformation, ce sont des gens qui sont en pilotage des directions de la transformation. Et par la suite du document, vous verrez, on parle de direction de la transformation, on parle parfois aussi de DT de manière abrégée. Alors, qui nous avons contacté et qui a participé à notre benchmark ? Alors, tout d'abord, quelques principes très importants. Notre benchmark, dans le cadre de ce benchmark, nous n'avons contacté que des personnes en poste en entreprise qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, ont un rôle de leadership dans l'animation de la transformation, ou alors des personnes qui pilotent une direction de la transformation. 70 organisations ont répondu à notre benchmark, avec un bon tiers des participants
issus du monde de l'industrie, de l'énergie, de l'infrastructure. Un quart des participants issus du monde de la finance, spécifiquement la banque, l'assurance, les boîtes d'assistance. 10% issus du secteur de la recherche, de l'enseignement supérieur, et également une dizaine de pourcents issus du monde de la santé, principalement des labos pharma. Et puis, dans une moindre mesure, on retrouve des structures associées aux services d'entreprise, à la gestion immobilière, à l'informatique, à l'IT, aux télécoms, etc. Différentes typologies d'entreprises en fonction de leur taille ont répondu. On a à peu près 60% des répondants qui sont issus de grands groupes avec plus de 5000 salariés, qui représentent la majorité des retours que nous avons collectés. Un tiers des répondants sont issus, eux, de structures de taille intermédiaire, ETI, donc entre 250 et 5000 salariés. Et puis, dans une moindre mesure, vous voyez, on retrouve des structures plus petites de type PME. Voilà. Donc, dans la présentation des résultats que nous allons vous proposer dans quelques instants, on va faire la distinction vraiment entre les résultats globaux, d'une part, mais également les résultats issus des grands groupes et les autres typologies d'organisation. Merci Jean-Marc. On va maintenant passer à la première grande phase de l'enquête qui était sur le why, sur le positionnement, les missions finalement de ces directions de la transformation. Où les trouve-t-on dans les entreprises et quelles sont les missions qui leur sont confiées? Peut-être Guillaume, tu peux répondre à ces questions et présenter les résultats. Oui, bien sûr. Merci. Vous me dites si j'ai quelquefois des interruptions de son, donc dites-moi si la qualité de mon réseau baissait. Donc sur le why, tout va bien? Tout va bien. Impeccable. Ok, merci. Donc voilà, sur le why, en fait, on a posé 3 questions sur la raison d'être, si vous voulez, des directions de la transformation. Première question, c'est comment est positionnée votre direction de la transformation? Comment est-elle positionnée dans l'entreprise? Et on a aujourd'hui quand même, et c'est un pourcentage très important, 40% quand même des directions de la transformation qui nous disent être des directions à part entière. Donc, c'est un chiffre déjà important. Ça veut quand même dire que 60% quelque part, donc la majorité reste encore rattachée à une autre grande direction, en général une autre grande direction support de l'entreprise. Voilà, mais ce qu'il faut voir, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on y fera peut-être aussi référence un peu après. On a aussi épluché d'autres enquêtes qui avaient pu être faites, notamment une en 2019, et qui donnait des pourcentages bien moins importants. Alors, donc, il y a une tendance forte pour faire, si vous voulez, sur les branches, l'organigramme des organisations. Voilà, c'est quand même assez étonnant dans un monde, dans une période où on est plutôt en train de restreindre. Les directions de support n'ont pas forcément des moyens croissants, vous le savez. Et donc voilà, on a néanmoins, depuis 5 ou 6 ans, des directions support nouvelles qui sont une branche à part entière sur les organigrammes, qui sont ces directions de la transfo. Oui. Alors, le deuxième point important, c'est finalement une branche à part entière. Pour faire quoi? Quelles sont les grandes missions? Sur quoi êtes-vous attendu? Quelles sont les grandes missions qui vous ont été fixées, qui vous ont été confiées, qui vous sont confiées par la direction générale? Et on verra sur la question suivante, et sur lesquelles vous vous rendez compte, sur lesquelles vous reportez. Donc, en fait, on a une espèce de trépied, un triptyque, en tout cas une assise, une légitimité des directions de la transfo qui repose sur 3 axes, trois grandes missions. Vous les voyez en dessous. Donc, le premier qui ressort en tête, c'est quelque part une contribution, un appui opérationnel sur les projets. Et nous, notre expérience, c'est vrai qu'on a des feuilles de route de la transfo, pilotées par un COMEX, un CODIR, avec un certain nombre de grands chantiers. Et les directions de la transformation sont associées dans l'appui opérationnel de ces transfos. Le deuxième pilier, c'est la contribution directe, la contribution à la stratégie de l'organisation de l'entreprise. Une valeur ajoutée pour décliner la feuille de route stratégique, voire écrire la feuille de route stratégique de l'entreprise, de l'organisation. Et puis, le troisième axe, le troisième pilier de ce trépied,
on a regroupé, vous le voyez, les différents autres items. Derrière, l'animation de réseau. Donc, ça intègre l'acculturation, ça intègre l'animation fonctionnelle d'un réseau interne. On en parlera sur les moyens des directions de la transformation. Et puis, l'animation d'équipes, de relais du changement, d'agents du changement. Voilà. Donc, on a cet équilibre. Et je ne vous cache pas qu'on est ultra fan de l'équilibre, de la mesure chez Anthrope. Voilà. Et ça nous semble important, on y reviendra, sur le fait d'arriver à préserver cette espèce d'équilibre là, entre ces trois aspects de la mission de DDT. Et Guillaume, pour ma part, moi, j'ai une surprise, en fait, quand on a débriefé les résultats. C'est que pour moi, la dimension d'acculturation, je l'attendais à un niveau beaucoup plus important, finalement. Et on voit bien que je l'attendais à un niveau beaucoup plus important. Et on voit bien, effectivement, comme tu le dis, qu'il y a vraiment un équilibre assez subtil entre ces trois contributions. Donc, ouais, pour nous, déjà, c'était un premier enseignement. Alors, peut-être en remarque, c'est-à-dire qu'on a globalement, l'enquête montre qu'il y a une montée en maturité rapide, importante de ces nouvelles directions de la transformation. Il reste que les contextes de chaque entreprise sont très variables et que, sans doute, à la création, au lancement d'une direction de la transformation qui n'aurait qu'un an ou 2 ans d'existence, la dimension d'acculturation est sans doute essentielle dans un premier temps. Oui. Alors, troisième question sur laquelle, pour comprendre la raison d'être et le positionnement des DT, c'est de savoir à qui vous reportez. Aujourd'hui, plus des 2/3 des répondants, donc 70 entreprises qui nous répondent, disent reporter au niveau du COMEX, au niveau du CODIR, au niveau du top management. Donc ça illustre clairement un positionnement aujourd'hui reconnu, légitime, de direction de la transformation qui sont des acteurs à part entière au sein d'un CODIR. Voilà, donc ça nous paraît cohérent. Et là aussi, je repense à l'enquête qu'on avait épluchée, qui datait de 2019 et qui interrogeait 29 entreprises du CAC 40. 2019, 29 entreprises du CAC 40. À l'époque, ils donnaient 40% des DT reportant en direct au COMEX. Aujourd'hui, donc, on est à plus des 2/3. Donc, ça témoigne en quelques années de cette montée en puissance. Et Guillaume. Oui, pardon. Élodie, comment est-ce que l'un ou l'autre, vous pourriez expliquer ça, cette montée en puissance? Vous avez une hypothèse? Ah oui, on a plein d'hypothèses. Dieu sait si on a réfléchi. Alors, on pense, on va le voir aussi, on va avoir des éléments de réponse à travers la suite des questions, notamment sur les difficultés rencontrées par les organisations pour accompagner les projets de transfo. Le monde VUCA, la transformation, l'accélération, le besoin d'avoir aujourd'hui un tiers de confiance un peu différent, qui n'est pas forcément le top management. Voilà, il y a plein de raisons qui expliquent cette montée en puissance, selon nous. Oui, complètement. Et puis probablement aussi parce qu'il y a un constat, c'est que la gestion de projet n'est plus suffisante ou ne suffit plus à accompagner les projets uniquement d'un point de vue technique. On le verra dans quelques instants, et qu'il y a vraiment une dimension d'embarquer, de faire converger les visions, de créer des modèles cibles. Et pour ce faire, voilà, on assiste à l'émergence de ce nouvel acteur qui est la direction de la transformation et qui cristallise en fait tous ces besoins en termes d'accompagnement. Moi, j'aurais envie de faire le lien aussi avec la précédente sur le trépied, où on sent qu'il y a aussi une connaissance du terrain, une grande proximité avec le terrain, qui peut-être intéressante aussi. Tout à fait. Alors, on se pose la question, on se dit c'est bien de reporter au COMEX, mais on reporte, est-ce qu'on remplit des bâtonnets dans des tableaux de bord pour rendre des comptes, ou est-ce qu'on a vraiment l'oreille d'un peu dire comme un DRH peut-être au COMEX et jamais avoir la parole, quoi. Clairement, quelle est la posture? Et est-ce qu'on est un membre à part entière, mais pas un petit peu à part du COMEX? Donc, il nous semble ce qui est important, et Élodie, c'est pour répondre, pour réagir à ta question, c'est que
Bien sûr, il faut rendre des comptes. Nous, on incite les directions de la transformation à pouvoir rendre des comptes et à développer un tableau de bord sur la façon dont elle accompagne, et elle apporte une valeur ajoutée dans l'accompagnement des projets de transfo, des projets, mais également à être quelque part l'oreille du terrain et à pouvoir remonter sans complaisance et avec pertinence les vibrations du terrain. Ça nous paraît essentiel, et je pense qu'un COMEX, il a besoin, et il joue en complément d'une DRH, etc., pour remonter ce niveau d'adhésion des équipes au projet de transfo majeur de l'entreprise. Merci beaucoup, Guillaume. Maintenant, deuxième volet des questions et des réponses choisies pour vous les présenter, c'est le what finalement. Sur quel projet ces directions interviennent-elles, sont-elles sollicitées et quels bénéfices attend-on de leur intervention? Je passe la main à Jean-Marc. Merci Elodie. Alors effectivement, on a sollicité les directions de la transformation pour savoir sur quel projet elles avaient travaillé. Elles étaient intervenues ces 24 derniers mois. Et on avait proposé une liste de 9 items. Et ce qu'on retient des réponses collectées, c'est que finalement, les directions de la transformation, ce sont des directions de tout terrain. Elles agissent et elles interviennent sur des sujets très divers. Et si on regarde finalement le top 5 mis en avant par les petites étoiles que vous voyez sur l'écran, on pourrait dire en résumé finalement que les DT accompagnent prioritairement tous les projets de réorganisation qui peuvent impliquer ou pas des refontes de processus, des démarches de performance au niveau de l'entreprise, mais également dans ces projets de réorganisation, tous les projets qui peuvent être liés à la mise en place de centres de services partagés, des décentralisations, d'expansion ou tout simplement des changements organisationnels internes. Et également d'autres types de gros changements. On voit aussi que les directions de la transformation accompagnent, sans vraiment avoir une surprise ici, le déploiement des grands systèmes d'information, notamment des systèmes métiers, des systèmes RH. Et puis, dans une moindre mesure, les DT accompagnent également des changements profonds qui peuvent affecter les métiers, mais également la culture de l'entreprise. Par exemple, les évolutions sur les valeurs, le mode d'organisation ou le passage à l'agilité. Et dans une moindre mesure, en 5e position, on retrouve des accompagnements sur la mise en place, par exemple, de nouveaux modes de travail, de nouveaux modes de collaboration, tels que le passage à l'hybride, le passage au flex office, etc. Voilà, donc une grande variété de missions, et on peut dire donc que les DT sont sollicités sur tout un panel, une palette différente de situations. Je voudrais, sur cette question qui a été posée, que tu nous racontes la surprise de la question ouverte en disant, oui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Bien sûr, ouais. Alors, effectivement, on avait proposé 9 choix qui apparaissent sur l'écran, mais également une question autre, ouverte. Et effectivement, ça nous a permis de capter des signaux faibles, et notamment sur le sujet de la RSE. On a des répondants, des directions de la transformation qui nous ont dit, mais nous, on travaille aussi, on est embarqué sur des sujets RSE. Ce qui est très intéressant, c'est que sur ces sujets RSE, mais également d'intelligence artificielle, on a eu des feedbacks assez différents. Des directions de la transformation qui nous ont dit la RSE et l'IA sont en train de monter en puissance et on est en charge de leur accompagnement. On va être sollicité et on est sollicité sur ces sujets. Et au contraire, d'autres directions de la transformation et des directions de la transformation plutôt dans des très grosses structures qui nous ont dit la RSE, l'intelligence artificielle, ça va nous impacter, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas de pilotes. On a d'autres acteurs dans l'organisation qui sont en charge de piloter et de déployer ces sujets. Merci Jean-Marc pour cette précision. En complément donc, des missions, donc, sur quel sujet vous intervenez? On a posé la question en direction de la transformation, mais pour vous, quels sont les 4 bénéfices que l'on peut attendre de votre action et quels sont les 4 bénéfices principaux lorsqu'une transformation est bien menée? Alors, je ne vais pas m'arrêter sur l'histogramme qui est dense, mais on voulait vous présenter finalement le top 5, le top 5 des bénéfices attendus. Et ce que l'on a vu, c'est qu'effectivement, les bénéfices touchent plutôt l'humain, l'embarquement, l'engagement des équipes, plutôt que le ROI, les facteurs économiques, en tout cas la rentabilité du projet. Et donc, quel est donc ce fameux top 5 ? En première position, en pole position,
des bénéfices, on retrouve une compréhension améliorée du changement par les collaborateurs et les collaboratrices qui sont mis à contribution. En deuxième position, on retrouve une identification, une atténuation et donc un contrôle des risques. Et là, c'est plutôt positif, en fait, puisque finalement, une direction de la transformation, un de ses objectifs, c'est de s'assurer que la transformation se passe bien et que le projet arrive à destination. En troisième position, on retrouve le sujet du développement des compétences des employés, spécifiquement dans les situations où l'on va déployer des changements importants dans les plateformes métiers. En quatrième position, on va retrouver un bénéfice lié à l'engagement renforcé des collaborateurs et des collaboratrices qui ont adhéré au changement, qui l'ont compris, qui l'ont déployé et qui ont renforcé leur engagement à travers toute cette phase de changement. Et puis en cinquième position, et pour moi, à titre personnel, c'était aussi une surprise, un des bénéfices collatéraux, j'allais dire des transformations réussies, c'est aussi une cohésion accrue au niveau de l'équipe de leadership. À savoir qu'une transformation peut être aussi l'occasion et l'opportunité pour une leadership team de discuter, de converger, de partager leur vision sur un modèle cible et évidemment des critères de réussite. Et ça contribue à renforcer la cohésion du collectif, du leadership de l'entreprise. Alors, j'avais une petite question, oui. Une remarque. Dans l'analyse de l'enquête, on a pas mal échangé avec M. Jean-Marc et Elodie. On parle de bénéfices, la question posée, elle est sur les bénéfices, et souvent dans l'accompagnement de la transfo, on parle de bénéfices collatéraux. Oui. Ils sont difficiles à mesurer, c'est-à-dire que on a un projet avec une date de début, une date de fin, il faut refondre un système d'information, il faut accompagner une réorg un peu dure, bref, une grande variété de projets avec une date de début, une date de fin. Et puis on a un projet latéral souvent, et donc dans les projets, on a des bénéfices qui sont une transformation culturelle, une plus grande transversalité, une orientation client des collaborateurs, que sais-je, il y a des choses qui sont plus complexes à mesurer, qui sont purement dans l'humain, avant le ROI. Et donc là, on est quand même assez loin des KPIs classiques, des indicateurs de performance attendus du chef de projet. Donc est-ce que c'est normal et comment on peut analyser ça? Le fameux triptyque qualité, coût, délai qui est sur les projets, on n'a pas du tout ça. Tout à fait, ouais. En fait, moi je le vois vraiment comme étant justement les directions de la transformation sont un acteur complémentaire aux directions projet et programme. Effectivement, le fameux triangle qualité-coût-délai, il pilote, en tout cas, il conditionne le pilotage des projets techniques, déployer une nouvelle organisation, déployer un nouveau système d'information, alors que les indicateurs des directions de la transformation, elles sont beaucoup plus basées sur l'engagement, l'onboarding des collaborateurs et on l'évoquait, la cohésion des équipes, du leadership et le développement des compétences. Donc pour moi, je vois vraiment deux prismes complètement très complémentaires sur la meilleure façon d'accompagner une transformation d'un point de vue technique, avec le fameux triangle qualité-coût-délai, et d'un point de vue plus humain, avec les indicateurs DDT. Merci pour cet échange. Le troisième et dernier volet des questions portait sur le how. Voilà, finalement, quelles sont les ressources dont disposent ces directions de la transformation? Il sera donc question des ressources, mais aussi des méthodes et des difficultés que ces directions de la transformation peuvent rencontrer. Et merci Elodie. Donc du coup, on s'est posé la question lorsqu'on a imaginé et puis on a déployé notre benchmark sur quel modèle de ressources les directions de la transformation s'appuient. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un très gros consensus, à la fois d'ailleurs dans les grands groupes, mais aussi les ETI, sur le fait que les directions de la transformation s'appuient sur ce qu'on appelle nous un modèle mixte de ressources. C'est quoi un modèle mixte? C'est-à-dire que les directions de la transformation s'appuient à la fois sur des ressources internes avec un lien hiérarchique. Donc, le directeur de la transformation a une équipe de spécialistes de l'accompagnement du changement. Mais également, les directions de la transformation s'appuient sur des ressources internes, donc à l'organisation, mais diffusées, distribuées dans d'autres directions, au sein des métiers par exemple,
Et là, pour le coup, on est dans un pilotage de ressources sans forcément avoir un lien hiérarchique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 2/3 des cas, en fait, les organisations s'appuient sur un modèle mixte avec des ressources en propre, des ressources distribuées dans l'entreprise et également des ressources externes, comme nous parfois, les consultants. Ah. J'ai une question bien sûr intéressée. Comme je vous le disais, on a conduit cette enquête aussi pour bien comprendre aussi, en complémentarité d'équipes qui se créent au sein des entreprises avec des directions de transformation, comment on intervient en complémentarité en évitant le syndrome McKinsey ou que sais-je, avec la chasse aux sorcières des consultants qui sont un peu à côté de la plaque, auxquels on confierait les clés du camion. Ma question, Jean-Marc, c'est dans ces équipes mixtes, est-ce que ça nous permet de faire évoluer des attentes des entreprises vis-à-vis des conseils externes comme nous? En discutant avec les directions de la transformation, on a aperçu qu'il y avait différentes attentes de la part des consultants, en tout cas des externes qui viennent appuyer les projets. Il y a 2 types d'attentes principales. Il y a tout d'abord une attente pour apporter un appui opérationnel, c'est-à-dire on s'appuie sur des consultants pour piloter ou copiloter la gestion du changement sur les projets. Donc en fait, on est vraiment dans disposer de mains et de têtes bien faites pour accompagner les projets. Et puis il y a un second volet qui lui est plus méthodologique. On a des directions de la transformation qui s'appuient sur des cabinets de conseil pour apporter justement, et on va y venir, c'est la question suivante, des apports de méthode, de l'expérience pour apporter un cadre et justement acculturer les équipes et s'appuyer sur un corpus d'outils et de méthodes différents, justement pour structurer cette démarche et garantir son succès. Et je te passe la main, Guillaume, justement sur le sujet des méthodologies. Incroyable, belle transition. Merci Jean-Marc. Ouais. Non, mais voilà, on s'interroge vraiment sur le positionnement et l'évolution de nos offres et expertises. Et c'est vrai que dans nos expertises, on a posé cette question de savoir si les directions de la transformation s'appuient sur une méthode labellisée, et si oui, laquelle. Et on adore la réponse. On adore la réponse parce qu'elle est imprégnée d'ouverture, je dirais, d'incertitude pour dire non, il n'y a pas de dogmatisme méthodologique, puisque 55% des directions de la transformation nous disent ne pas utiliser de méthode spécifique de change management. Alors on peut les citer, elles sont évoquées dans les commentaires libres aussi. C'est ADKAR, c'est ProSci, c'est Acertare. Voilà, il y a des méthodes, voire des méthodes pour avoir beaucoup travaillé, en ce qui me concerne par exemple pour le groupe EDF. À l'époque, il y avait une méthode un peu labellisée qui allait s'inspirer qui s'appelait Litchi, je crois. Voilà, donc il y avait quand même des méthodes un peu un référentiel méthodo, ça paraît quand même important, mais on nous dit il n'y a pas de dogme et on prend ça comme un fort niveau de maturité, c'est-à-dire que notre interprétation, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les directions de transformation et les équipes, d'ailleurs les équipes qu'on rencontre, elles ont de la bouteille, elles ont de l'expérience, elles sont passées par le terrain dans les entreprises souvent, elles sont passées par des cabinets de conseil, voilà, on a affaire à des gens de haut niveau qui, un peu comme un artiste, maîtriserait le classicisme, le pointillisme, le pastel, l'huile, etc., et qui savent aller taper dans ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a de plus adapté dans les différentes méthodes. Mais du coup, question pour toi, Guillaume, est-ce que justement le fait de ne pas avoir un cadre méthodologique pas clair, en tout cas établi, peut pas être aussi un frein à l'acculturation? À l'acculturation, non pas de la direction de la transformation, mais l'acculturation plus large des autres collaborateurs et collaboratrices dans l'entreprise. Oui, bon, je ne vais pas faire une réponse de Gascon ou de Normand, je ne sais jamais quelle région il faut prendre, mais il faut un peu des deux, c'est-à-dire que notamment dans une direction de la transformation qui vient de se créer, qui est en train de prendre position, de créer son réseau interne, etc., la nécessité d'avoir une espèce de socle commun de référentiel méthodo,
paraît assez essentiel, de partager un langage commun, partager des repères communs en termes de méthode. Donc, dans un premier temps, ça paraît effectivement assez essentiel, mais toujours avec ce souci de pas, parce qu'on en connaît bien les dérives, hein, de ne pas rester scotché et arrêté sur un référentiel qui est figé, qui fait le jeu des cabinets ou de celles et ceux qui sont labellisés et qui se ferme un peu à l'innovation et voilà, qui déroulerait toujours un peu la même méthode, qui n'est pas forcément toujours la bonne. Comme dirait Maslow, quand on n'a qu'un marteau, tout commence, enfin tout finit par ressembler à un clou, quoi. Je ne connaissais pas. Tu la connaissais pas celle-là. Non. On a posé toujours dans la partie du how, on a posé une question sur quels critères finalement vous êtes sollicité. Alors on a vu les typologies de projets, mais on se posait la question finalement, est-ce que la direction de la transformation, on la sollicite quand on a un projet qui dépasse tel montant budgétaire ou telle durée. Et puis finalement, les réponses qu'on a collectées nous ont présenté une image beaucoup plus simple en fait. Les directions de la transformation, elles sont généralement sollicitées sur les projets tout simplement à fort enjeu et visibilité sans avoir spécifiquement un critère financier ou un critère de temps. Et voilà, donc principalement les DT, elles accompagnent les projets qui sont lancés ou initiés directement par le CODIR ou le COMEX. Et puis pour boucler avec les éléments présentés précédemment, les directions de la transformation, elles agissent sur les projets qui impliquent des évolutions importantes, notamment dans les métiers. On parlait d'évolution de compétences, l'orientation client, etc. Ou alors les transformations qui ont un impact fort, un impact social fort sur les RH. Donc, on pense naturellement à toutes les situations, aux projets de réorganisation, d'externalisation, de fusion-acquisition. Voilà. Et puis, dans une moindre mesure, mais quand même, elles accompagnent également tous les projets induisant des ruptures technologiques. On parlait de l'intelligence artificielle. Voilà, probablement que les directions de la transformation ont un rôle à jouer sur ce sujet. Et je passe la main à Guillaume qui va vous présenter le petit graphique à droite. Oui, c'est très simple en fait. Et c'est des choses qu'on avait mises en place, notamment pour accompagner des directions de la transformation. En tout cas, c'est l'idée de ce petit schéma à côté, c'est de se dire qu'il nous semble important pour une direction de la transformation, pour pouvoir apprécier la nécessité de lui confier des projets, il nous semble important qu'elle soit capable d'identifier très en amont, quand un projet en fait passe quelque part en comité des engagements, hein, ce qu'on voit, pour se dire, OK, on va investir massivement sur cette réorg, ce rachat, ce système, ce nouveau SI, ce SAP. Il nous semble essentiel, très tôt, très en amont, de pouvoir identifier la hauteur de la marche à franchir. Autrement dit, d'être capable, pour la direction de la transformation, de faire un diagnostic rapide pour se dire, et c'est le petit schéma qu'on présente ici, quelle est la largeur et quelque part la profondeur du changement. Est-ce qu'on va avoir affaire à un ajustement léger, un ajustement fort, très ciblé? Voilà, autrement dit, pour reprendre ton expression, Jean-Marc, est-ce qu'il faut qu'on prenne une massue ou un petit marteau? Autrement dit, quelle va être la réponse? Quel va être l'accompagnement sur mesure, adapté, et pas démesuré, hein, pas sortir la grosse Bertha pour accompagner un projet qui aurait une hauteur du changement qui ne serait pas très importante. Ouais. Donc, du coup, la direction de la transformation, on pourrait considérer ça comme un tiers de confiance qui aide à cadrer et justement à définir c'est quoi le calibrage de l'outil, en fait, ou de l'accompagnement à mettre en place en fonction des situations et des enjeux qui se présentent. Oui, on aime bien. En fait, la coopération, la transformation suppose, pour accepter une transfo, qu'il y ait quand même un niveau de confiance à minima. Et c'est vrai que aujourd'hui, peut-être, c'est une supposition, en tout cas, c'est des discussions que nous avons. On peut considérer quelquefois un doute, une remise en cause de la confiance que font les équipes envers le CODIR ou le management, le top management. Et par conséquent, il peut paraître utile que les directions de la transformation endossent quelque part ce rôle de tiers de confiance. Le fait de disposer d'un tiers de confiance sur des projets transverses, des projets complexes, est quelque chose d'essentiel. Voilà, donc effectivement, dans la légitimité et la raison d'être des directions de la transformation, elles peuvent avoir
ce rôle d'apporter cette dose de tiers de confiance nécessaire pour l'adhésion et l'embarquement des équipes. Ça marche. Merci Guillaume. Je fais juste un petit point pour dire qu'il nous reste 10 minutes. Voilà, ça c'est la dernière slide, mais on a des choses aussi pour les perspectives pour la suite. Super. Ah oui, alors donc effectivement, comme vous disiez Elodie, on vous présente vraiment un extrait avec quelques questions clés, hein. Vous recevrez un rapport par mail qui vous présentera un ensemble de réponses beaucoup plus complet. Dans cette section, how, comment, le dernier résultat qu'on souhaitait vous présenter, il est lié en fait aux difficultés, aux obstacles qui sont rencontrés par la direction de la transformation. Et vous le voyez, l'histogramme nous a inspiré tout de suite une série de « et ». Et on s'est dit qu'effectivement, mener une transformation, ça ressemble souvent à une course de haies, d'obstacles qu'il faut passer les uns après les autres. Et pour résumer finalement le graphique qui est en bas de la page, on pourrait dire qu'il y a finalement 5 difficultés majeures qui sont évoquées par la direction de la transformation avec lesquelles nous avons échangé. Le premier effet, c'est l'effet fatigue. Les équipes sur le terrain, les équipes opérationnelles qui ont le sentiment qu'un projet, une transformation est lancée alors que le projet précédent n'est toujours pas terminé. Donc voilà, il y a un effet de lassitude, de fatigue. Il y a un deuxième critère qui est un critère culturel. Les transformations parfois peuvent bousculer les habitudes et les manières de faire, les manières de fonctionner dans l'entreprise. Et ça, c'est perçu comme un obstacle. Alors chez Anthrope, pour nous, la culture n'est pas forcément un obstacle. Au contraire, elle peut être un levier. Mais il faut comprendre en fait les sources des freins de résistance. Le troisième obstacle qui est évoqué par la direction de la transformation, c'est la difficulté d'alignement ou de convergence des différentes directions vers une feuille de route commune et partagée. Donc là, on est vraiment sur un sujet qui concerne le CODIR ou le COMEX. En quatrième position, on retrouve la résistance des équipes sur le terrain et du management pour déployer et mettre en place ces actions. Et donc ça peut être lié effectivement, à l'évoquer, au sujet de fatigue et au manque d'alignement. Et puis en cinquième position, si on s'arrête au top 5, on voit aussi également qu'un des obstacles évoqués, c'est le manque de vision tangible sur des résultats très concrets que la transformation doit délivrer. Voilà. Et ça, effectivement, nous, chez Anthrope, dès qu'on commence une mission d'accompagnement, ce sujet de la vision et des indicateurs de réussite, ça fait partie des premiers éléments que l'on aborde avec nos interlocuteurs. Merci beaucoup. On va passer à la partie les enjeux pour demain. Et une question de Léon Rontex qui pose la question de comment on aborde l'IA, l'humain. Mais je vais peut-être laisser Guillaume présenter les enjeux identifiés et quand tu parleras de l'IA, à ce moment-là, j'afficherai la question. Oui, peut-être, je vais aller très vite parce que je voudrais répondre aux questions s'il y en a. Et juste présenter là-dessus. On avait aussi la vision d'Anthrope sur les enjeux pour demain, mais on va juste peut-être zoomer sur ces enjeux puisque nous avons posé cette question et les entreprises répondantes nous ont dit les enjeux identifiés pour les 24 prochains mois sont. Donc je vais peut-être juste balayer ceux sur lesquels je ne vais pas tous les parcourir, mais j'aime bien le premier là sur le développer un mindset du changement permanent. C'est vrai que aujourd'hui, la capacité à se remettre en cause et à mobiliser notamment le management pour qu'il accompagne véritablement l'amélioration continue, ça nous paraît essentiel. Et puis je trouve intéressant parce que Dieu sait, quand on est dans le conseil depuis un moment, l'amélioration continue, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on travaille dessus. Alors, il y a quelque part un retour en force de ces sujets et on le voit derrière le point numéro 3. Voilà, dans le contexte économique et difficultés économiques, l'inflation, etc., c'est vrai que gagner en productivité et en efficacité opérationnelle et permettre et que les DT contribuent clairement à cet enjeu me paraît assez évident. Voilà, et puis peut-être un point sur lequel nous on travaille beaucoup, qui est le 5e point, c'est assurer la cohérence entre les différents programmes et l'alignement collectif. Voilà, il nous semble clé, et notamment nous on travaille beaucoup avec les sponsors de projets, qui sont souvent nommés comme ça, et puis débordés, ils sont souvent des membres du CODIR. Voilà, il y a un rôle clé, il y a les directions de la transformation, il y a des équipes internes, et puis il y a les sponsors, ils ont un rôle essentiel à jouer, notamment sur ce point, d'assurer la cohérence. Voilà.
Et puis, donc en complément, Élodie, l'IA et la transformation RSE des orgas. Donc j'en profite pour afficher la question. Qu'anticipez-vous du futur de la place de l'humain dans les typologies de sujets abordés par les directions de la transformation au regard de l'avènement de l'IA et des accents de développement orientés IT? Reformuler, ça donne: allons-nous davantage orienter l'attention managériale sur l'humain ou plutôt sur l'IT, car nous n'avons jamais autant parlé d'humain au sein des entreprises. Je n'ai pas vraiment l'impression que cette notion de l'importance de l'humain arrive à bientôt s'enraciner au sein des entreprises. Donc la question, est-ce que, moi si, j'essaie de résumer, Léo, vous me direz si je traduis votre pensée, c'est voilà, quelle place sera donnée à l'IT et à l'humain? Est-ce qu'il y aura toujours cette place pour l'humain? Alors, je retire la question parce que sinon on ne voit pas Guillaume. Voilà. Qui souhaite répondre? Jean-Marc, Guillaume? Moi, je suis... Ouais, vas-y, Vas-y, je t'en Guillaume. prie. Ah, vas-y. J'allais dire que l'humain va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur la technologie. Ce qu'on perçoit, c'est que l'IA quand même peut générer beaucoup de ce qu'on appelle de technostress, avec une automatisation renforcée, des collaborateurs qui, si l'IA est largement diffusée, finalement auront peu de temps mort, et on risque de renforcer fortement le stress sur les collaborateurs. Donc, c'est tout un travail, un dialogue à mettre en place, notamment via les RH, les DT et les managers pour justement bien calibrer la manière dont l'IA doit être intégrée dans la vie de l'entreprise, dans les processus et dans le pilotage des équipes. Voilà. Il n'y a pas de réponse, j'allais dire, unique. Ça va vraiment dépendre du contexte et de la nature aussi de l'intelligence artificielle et de ce qu'on va déployer dans l'entreprise. Oui, il n'y a pas le grand remplacement, c'est pas pour tout de suite. Pas de politique. Il y aura non, ouais, moi j'ai envie de donner cette image là aussi d'un triptyque parce que c'est vrai, il y a l'IA et j'entends parfaitement la transfo, la vague de fond qui arrive et qui inquiète et qui pourrait manger l'homme et les managers dans tout ça. Mais entre nous, on a déjà connu ça. Moi, j'ai à une époque le conseil et l'accompagnement a été mangé dans les années 2000, par la mise en place de tous les ERP qui montaient en puissance, qui sont devenus des trucs de dingue, qui structuraient. Donc, c'est pas complètement nouveau. Et donc, je pense qu'il y a toujours, et les directions de la transformation, à mon sens, et surtout le top management, a un rôle clé pour maintenir cet équilibre entre les enjeux techniques et ceux de l'IA et le fait de ne pas se faire manger par la technique, et par l'IT, par la puissance de l'IT, par l'intégrateur, donc de garder l'enjeu de la technique, de garder l'enjeu du métier, de la stratégie de l'entreprise, et puis de garder l'écoute quand même de l'homme, des hommes, des femmes, des utilisateurs finaux, des métiers. Voilà, donc c'est toujours dans cet équilibre un peu savant qu'il me semble important de fonctionner pour garder et pas se faire manger, pour répondre à votre question. Merci Jean-Marc, Guillaume. Là, c'était des pistes, voilà. Mais les questions, et puis il est déjà 13, donc on est en train de finir ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Élodie? Ah non, il y avait la question de Léo. On aurait pu reprendre aussi les questions qu'il y avait la dernière fois, mais là, le temps est trop court. Du coup, en tout cas, déjà, merci pour votre participation. À l'issue, comme on le disait tout à l'heure, à l'issue du webinaire, vous seront envoyé l'intégralité du rapport du benchmark, qu'on peut venir vous présenter les résultats. On peut venir présenter les résultats à votre équipe dans vos locaux. Et puis, on réfléchit aussi à construire une communauté d'agents du changement. Il y avait 50 participants au premier webinaire. Une trentaine aujourd'hui. Donc, on se dit qu'il y a plus des questions et des échanges, et puis déjà des restitutions dans des entreprises. Donc, on se pose cette question de savoir ce qui pourrait être utile pour continuer cette réflexion. Et on reviendra vers vous, voilà, pour vous poser la question. En attendant, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur notre blog aussi, Anthrope, où on partage
des articles sur des partages d'expériences, des outils, des réflexions. Voilà, c'est un travail en continu et permanent. Donc, au plaisir d'échanger avec vous sous différentes formes. Voilà, vous pouvez nous contacter et au plaisir de vous rencontrer, peut-être en vrai. En tout cas, une très belle fin de journée. Merci encore à Guillaume Jean-Marc pour cette présentation. Merci Elodie. Et ravi. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.